Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on parle parentalité, maternité pour être plus précis, autour d'un passionnant ouvrage sur le rapport de grands auteurs avec leur mère. Il est signé Robert Neuburger, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité judiciaire et programmes d'histoire et d'espagnol. De quoi est mort le poète chilien Pablo Neruda? Un demi-siècle après, la justice rouvre le dossier. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Et cette découverte archéologique exceptionnelle en Allemagne, le plus grand cimetière de victimes de la peste d'Europe. Et puis enfin, retour au basique avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Le sujet de la diversification alimentaire. Vous savez, c'est le moment où on commence à alimenter le nourrisson avec autre chose qu'avec du lait maternel. Tiens, ça va nous ramener aux mamans tout ça. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Les romans que nous lisons ont-ils tous été écrits par des auteurs qui ont une relation hors norme avec leur mère? Tous, peut-être pas, mais bon nombre tout de même, si l'on en croit le psychiatre et psychanalyste Robert Neuburger. Il publie chez Payot un ouvrage aussi limpide qu'éclairant intitulé « Écrire sa mère ». Robert Neuburger, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai dit relation hors norme pour maintenir un petit peu le suspense. Vous avez découvert des traits communs à de nombreux auteurs. Ils ou elles ont été trop aimés ou mal aimés par leur mère. À partir de quel moment vous-même vous formulez cette hypothèse? Écoutez, ça a été une découverte. Parce qu'au départ, c'était une conférence que je vais donner dans un colloque où ils m'ont demandé de parler d'écriture et de la mère. Il y avait des titres un peu pénibles qui me venaient, puis tout à coup j'ai pensé écrire sa mère. Ouais. Et là j'ai commencé à piocher, à regarder, et j'ai découvert que la plupart des écrivaines connues aujourd'hui avaient été des mal-aimés par leur mère et quelquefois maltraités, de façon vraiment très violente. Je ne sais pas, Nancy Houston qui a été abandonnée par sa mère à 6 ans, brutalement comme ça, et d'autres. C'est-à-dire que, et là j'étais très surpris parce que les témoignages s'accumulaient et ce sujet a commencé à m'intéresser parce que je me suis aperçu que toutes ces femmes s'en sont sorties. Elles s'en sont sorties au travers de l'écriture, mais non pas que l'écriture était une thérapie, parce que ce serait vraiment réduire leurs œuvres, mais je dirais que c'est par une sublimation au travers de l'écriture. Se sortir, vraiment se sortir de quelque chose qui était extrêmement difficile. Et une écriture qui devient vitale. Mais restons un tout petit peu sur votre divan, si vous voulez bien. Oui. Excès d'amour ou défaut d'amour. Commençons avec l'excès d'amour. Tiens, quels en sont les effets? Parce qu'on se dit, on ne peut jamais être trop aimé. Je crois qu'être trop aimé, c'est être mal aimé. Et le scénario est presque toujours le même. Si on prend Sartre, par exemple, qui a été un trop aimé, sa mère s'est vraiment emparée de lui. Au début, elle voulait en faire une fille. Et elle s'en occupait vraiment. Il avait des petites boucles blondes, tout ça. Après, il est devenu un garçon par l'intervention de son grand-père. Il n'avait pas de père. C'est tous des auteurs qui n'ont pratiquement pas de père, où ils sont totalement absents, où la plupart sont morts. Sartre a dit d'ailleurs, j'ai la chance de ma vie, c'est que mon père soit mort. Et donc il s'est vécu comme le petit mari de sa maman. Et ça, ce que vous décrivez dans le livre, alors pas forcément sur Sartre, mais ça finit par former une prison. Ah mais oui, mais alors ce qui est très curieux, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Je vois Éric Emmanuel Schmitt et d'autres qui, par exemple, après leur blessure, c'est le décès de leur mère. C'est ça. C'est-à-dire jusqu'au décès de leur mère. Alors c'est extraordinaire, parce que je trouvais la même phrase, par exemple, chez Albert Cohen et chez Éric Emmanuel Schmitt, qui disait quand leur maman est décédée, c'est la première fois que maman me fait de la peine. Ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont vécu accrochés à leur maman et leur maman accrochée à eux dans une relation vraiment hyper proche. Ouais. Vous citez des auteurs hommes parce que cet excès d'amour concerne majoritairement des hommes. Il y a aussi des hommes qui ont été mal aimés par leur mère. Je pense à Michel del Castillo, par exemple. Mais sinon, quand même, il y a plus d'hommes trop aimés par leur mère et plus de femmes qui sont mal aimées. Oui. Écoutez, c'est un constat qu'on a pu faire quand même. Par exemple, que c'est pas conscient chez les mamans, mais par exemple, les bébés garçons sont bien plus souvent touchés par leur mère que les bébés filles.
le temps d'allaitement est plus long avec les garçons qu'avec les filles. Et je n'ai aucune hypothèse là-dessus, mais on est bien bien obligé de faire ce constat. Vous rappelez qu'il y a un débat sur l'amour des mères, entre savoir si cet amour est instinctif, l'instinct maternel, et d'autres disent non, c'est une construction sociale. Vous ne tranchez pas d'ailleurs vous-même dans ce débat. Alors c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a un aspect culturel, bien évidemment, où effectivement on a une espèce d'exigence des mères qu'elles doivent être de bonnes mères maintenant. Puis alors maintenant il y a des comptes internet, des trucs sur Instagram partout. Suffisamment bonne, c'est l'expression terrible. C'est une expression que je déteste. Ouais. C'est quoi suffisamment? À quel moment on est suffisamment ou pas suffisamment? Je trouve ça vraiment assez déplaisant à l'égard des mères, je veux dire. Mais je pense que la proximité avec la mère dans les premiers moments, dans les âges, est fondamentale pour que l'enfant se sente exister. Parce que tout le problème d'un bébé, c'est quand il naît, c'est un tas de cellules, il ne faut pas se tromper. Et tout lui est apporté après, et en particulier qu'il puisse se sentir exister dans le regard de sa mère. Et alors c'est réciproque très vite. L'enfant existe dans le regard de sa mère existe dans son regard. Et elle devient mère, en tout cas au moment du premier. Et ils se co-développent ensemble. Avec l'amour maternel, la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Fin de citation. C'est l'une des plus célèbres de la littérature. Elle donne son titre à La promesse de l'aube de Romain Gary, dont l'œuvre est en bonne place dans le livre de Robert Neuburger. Tiens, je vous poserai une question sur Gary, mais juste après l'anti-sèche. On va continuer à parler amour maternel et littérature. Pour l'instant, littérature tout court. Brandon Moret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui, on revient sur l'histoire d'un des plus grands poètes du XXe siècle, le Chilien Pablo Neruda, parce que depuis quelques semaines, et c'est notre actualité, l'enquête sur sa mort a été rouverte par des enquêteurs. Effectivement, 23 septembre 1973, il meurt à l'âge de 69 ans dans sa clinique de Santiago de Chili. Pablo Neruda, des suites soi-disant, des médecins, d'un cancer de la prostate. Et il meurt seulement 12 jours après le coup d'État d'Augusto Pinochet qui renverse le président socialiste Salvador Allende. Alors, hasard ou simple coïncidence, en tout cas, on a la famille, de nombreux journalistes et des intellectuels au Chili qui ne croient pas du tout à la mort naturelle, du moins des suites de ce cancer de la prostate. Selon eux, il a été tué avec un poison dans sa clinique de Santiago de Chili par les militaires d'Augusto Pinochet parce que quelques jours plus tard, il devait se rendre au Mexique pour incarner l'opposition au régime de Pinochet. Et donc, on en saura plus peut-être dans quelques semaines, quelques mois ou jamais. Il faut bien quand même revenir sur son histoire, les débuts. Il naît le 12 juillet 1904 à Parral, au Chili. Et donc lui, très rapidement, dès le plus jeune âge, il est marqué par la culture, par sa famille. Il prononce aussi un goût aussi pour cette écriture, pour cette littérature. Et vous faisiez quoi à 13 ans, Emmanuel? Oula, vous n'avez pas envie de savoir. Ah bon, d'accord. Il publiait des poèmes en prose. 1920, on a Ricardo Basualto, c'est son nom de naissance. Il devient Pablo Neruda. Alors on a souvent beaucoup pensé que c'était en hommage au poète tchèque Neruda. Or, depuis quelques mois, il y a eu des enquêtes, et notamment la famille, qui, selon tous ces intellectuels, eh bien, ce serait lié à Sherlock Holmes, l'enquête Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle, où on voit ce personnage parce qu'il était passionné par les œuvres d'Arthur Conan Doyle. Première œuvre à 13 ans et 19 ans seulement pour un premier livre qui s'intitule Crépusculaire. Et l'année suivante, il a 20 ans, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. En 1927, nouvelle corde à son arc pour Neruda. Il devient consul, plusieurs villes d'ailleurs, Rangoon ou Colombo, Batavia, rien à voir avec la salade puisque c'est l'ancien nom de Jakarta en Indonésie, Calcutta, Buenos Aires, ensuite direction l'Espagne en 1935, avant d'être évoqué à cause de son soutien à la cause républicaine. Il poursuit sa carrière de diplomate, il s'installe en France, ensuite il est nommé consul au Mexique, il fait de nombreux voyages, il découvre le Machu Picchu qui lui servent aussi pour ses écrits intellectuels. 1945, carrière politique, sénateur, il entre au Parti communiste chilien. Et là, 1947, on a Videla, le président chilien, pas le Videla argentin, mais pas très loin. Eh bien, c'est la chasse aux communistes, notamment Neruda. Donc, il est contraint de s'exiler. Il devient ensuite membre du Conseil mondial de la paix de l'ONU. 1970, il soutient la campagne de Salvador Allende, qui est élu président socialiste donc, du Chili. Un an plus tard,
il l'obtient. Il est reçu prix Nobel de littérature. Et là, il est accueilli, il rentre au Chili, accueilli en triomphe par la population. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues. 11 septembre 1973, Augusto Pinochet renverse Salvador Allende qui est assassiné. Et donc, quelques jours plus tard, lui, il décède, 69 ans, dans sa clinique des suites d'un cancer de la prostate, du moins pour l'enquête. Ou pas du tout, on verra dans quelques mois. Toujours est-il qu'il y a cet héritage historique et littéraire qui continue de fasciner encore aujourd'hui les militants et les lecteurs dans le monde entier. Merci beaucoup, cher Brandon. On se retrouve tout à l'heure pour la récré grand oral. Quand on a été le bouc émissaire incontesté de sa mère, persistent au fond de soi tous les jours de sa vie ce vide, ce vertige, ce désir tout à coup de péril, d'échec, de plongeon, de naufrage, de nuit profonde, dont la désinvolture et la fierté peuvent triompher par hasard, et de la mort et du désir de mort. C'est cette fois Marguerite Duras qui parle dans Écrire sa mère. Robert Neuburger, quels sont les effets d'avoir une mère mal aimante cette fois, puisqu'on a parlé de l'excès d'amour? C'est très curieux parce que, et ça c'est Anna Freud qui était une mal-aimée d'ailleurs, qui avait repéré ça, c'est qu'au début, elles s'en aperçoivent pas. C'est-à-dire en tant qu'enfant... C'est impensable au sens propre du terme. C'est impensable, donc au fond, c'est comme si c'était acquis. Et puis, tout à coup, il va se passer quelque chose, un événement que j'ai appelé une chute mythique, c'est-à-dire une chute de croyance en la mère, et qui survient. Et là, on le retrouve dans tous ces ouvrages, de toutes ces autrices, surtout, bien évidemment. Parce que ça passe souvent par des gestes, ou au contraire, justement, par une absence de gestes, ou par des mots blessants, ou justement par une absence de mots d'amour. Mais il y a quand même une matérialité de cette absence d'amour. Absolument. Alors, sont effectivement ça peut être un geste de rejet à un moment vraiment crucial où l'enfant la petite fille va vers sa mère et elle témoigne absolument, elle la rejette, mais ça peut être des paroles. Par exemple, Annie Ernaux, c'est tout à fait extraordinaire. Elle était tout à fait persuadée d'être aimée par sa maman, etc. Et puis un jour, dans la boutique de sa maman, il y avait une petite épicerie. La fameuse épicerie. Elle entend sa mère parler avec une cliente et dire, et elle ne se rend pas compte, sa mère, que Annie est en train d'écouter, d'entendre. Et la mère dit, ah oui, elle ne sait pas, mais avant Annie, il y a eu une enfant qui est née et qui est décédée donc 3 ans avant la naissance d'Annie Ernaux. Et la mère ajoute, c'était une sainte, il y a une série d'adjectifs extrêmement positifs, et elle termine par, elle était si gentille, et elle rajoute, pas comme celle-là. Et vous voyez, donc non seulement il y a la découverte, le deuil jamais fait d'un enfant qui avait été là précédemment, et en plus, effectivement, ce qu'elle entend. Elle était un enfant ce qu'on appelle un enfant de remplacement. C'est ça. Nancy Houston, je cite cette fois, comment ne pas se sentir nul quand votre mère vous quitte? Parce qu'elle a été abandonnée par sa mère, et alors après, elle se dit, bah voilà, je ne vaux plus rien, quoi. Oui, elle en parle à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Et elle dit que le pire, c'est que son papa s'est mis immédiatement. Mais moi, je pense que l'histoire, comme elle la raconte, bon, enfin bref. Il lui faudrait une bonne analyse. Il vous reste un petit peu de place. Oui, on va laisser un petit peu de place au bouquin. Et effectivement, son père donc avait une amie, hein, et qui a été une très bonne mère. Et sa souffrance venait de là parce qu'elle ne pouvait pas exprimer sa souffrance. C'est-à-dire que sa mère lui manquait, elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle était une petite fille malheureuse dans une famille heureuse. Et ça, c'est aussi compliqué à tourner. Ça produit quand même cette immense solitude, avec aussi parfois des filles pas aimées par leur mère parce qu'il y a une jalousie de la mère vis-à-vis du père, parce qu'il y a ce lien père-fille qui parfois peut être également très très intense, et la mère qui prend la fille en grippe. Oui, alors ça, je veux dire, c'est une situation qu'on voit malheureusement fréquemment. Moi, en tant que thérapeute, c'est des situations auxquelles j'ai été confronté plus d'une fois, c'est-à-dire où vraiment la mère supportait absolument pas la relation du papa avec sa fille. Et ça, c'était tout. Et les mères font payer les filles.
Vous faites aussi le lien avec des troubles, toujours sur cette absence d'amour grave, comme notamment l'anorexie. Vous ne citez pas qu'une seule écrivaine, je me souviens de Delphine de Vigan, parce que bref, ça me revient, mais vous en citez d'autres aussi. Oui. Ça va très très loin dans la détestation de soi et l'autodestruction. Oui, ça crée des frustrations vraiment considérables, et surtout un rapport au monde qui est faussé. C'est-à-dire qu'elles doivent se faire exister autrement. Moi, ce qui m'a passionné dans ce travail, c'est exactement ça, c'est-à-dire cette capacité humaine à dépasser des situations extrêmement difficiles. Et ça va être en écrivant des journaux intimes, puis des romans, et on va raconter comment, juste après la récré, si vous voulez bien. Robert Neuburger, écrire sa mère à la recherche de l'amour perdu. Je n'ai quand même pas donné ce sous-titre qui est très très beau, parce qu'on ne fait jamais le deuil de la recherche de cet amour perdu, même quand on a été maltraité. Et on y trouve Romain Gary, Albert Cohen, on les a cités, Christine Angot, Amélie Nothomb, Georges Simenon, j'ai découvert, Michel de Castillo, qui sont quelques-uns des auteurs, et on pourrait même en rajouter. Alors il paraît que tout le monde veut vous en rajouter, c'est ça? Simenon, il a été haï par sa mère, ouais. Mais vraiment. Hein. Ah, mais jusqu'au bout, y compris qu'à un moment où elle lui rembourse une somme, il est haï par sa mère. Il lui donne de l'argent quand même parce qu'elle est très démunie. Et à un moment donné, elle le convoque, elle lui rend l'argent. Elle dit je te dois rien. Mais le pire, c'est pas ça. C'est quand il avait un frère qui était vraiment un salaud. Je peux le dire comme ça. C'était un collaborateur en Belgique qui a participé à des assassinats, enfin vraiment, et qui a dû s'engager à la Légion étrangère pour ne pas être fusillé en Belgique. Ouais. Et sa mère lui a sorti comme ça « Oh, quel dommage que Christian est mort !» Le frère salaud. Et toi, tu as survécu. Et toi, tu as survécu. Allez, il y en a plein des histoires comme ça. Puisque tout le monde vous rajoute des auteurs, moi je vous rajoute Lionel Duroy, tiens, que j'aime beaucoup. Dont j'aime énormément l'œuvre et qui a une relation pour le moins complexe avec sa mère, avec son père aussi, notez bien. La récré. Rebonjour, Brandon. Vous nous en avez souvent la récré, c'est censé être rigolo. Là, c'est pas rigolo du tout votre truc. Oui, mais c'est intriguant, on va dire. Oui, mais c'est intéressant. Oui, voilà, c'est intéressant. Pour les chercheurs, les scientifiques, puisque. Une découverte à Nuremberg. Et on ne va pas parler du procès, là. On parle de la ville de Nuremberg. Une fois, on en parle pour autre chose. Il y a quelques jours, en Allemagne, des archéologues découvrent des milliers de crânes, 1000 squelettes. Tout ça, c'était lors d'une opération préventive. En fait, il y a eu des fouilles qui ont commencé en août 2023. On savait qu'il y avait quelque chose, puisque les chercheurs travaillent depuis de nombreuses années sur cette épidémie de la peste noire 1632-1633 à Nuremberg. Et là, donc, 8 fosses communes, des squelettes qui ont été déposés, qui datent du XVIIIe siècle, même si ils ont été rassemblés un siècle plus tard. Donc, ces recherches-là qui ont continué. Et il faut savoir quand même que la peste tue 15 000 personnes à Nuremberg au XVIIe siècle. Et on parle de 30 à 50% de la population européenne qui meurt de la peste à l'époque. Donc, Nuremberg, quand même, c'est un peu l'épicentre de cette peste noire au Moyen-Âge et à l'époque moderne, plusieurs fois touché. Des recherches, alors bon, les chercheurs ont trouvé autre chose aussi, puisqu'ils ont trouvé des pièces de monnaie. Pour l'instant, pas d'analyse, c'est vraiment, il y a encore des recherches qu'on pense trouver d'autres crânes et d'autres squelettes, et le charnier permettra de savoir, d'étudier aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est une mauvaise nouvelle, enfin je veux dire, on trouve des ossements, mais par contre ça va en dire long. C'est une bonne nouvelle pour les historiens et les archéologues. Pour la population, pour connaître cette population assez méconnue à l'époque, et aussi en savoir plus sur la peste noire et sur le choléra, parce qu'il y a eu aussi, on parle d'ossements liés aux morts du choléra plus récemment au XVIIIe siècle, sans en dire à long, et sans doute qu'on aura des nouvelles, on reparlera peut-être dans d'autres récrés des avancées historiques des chercheurs. Eh bien super, allez, c'était la récré des historiens et des archéologues. Merci beaucoup Brandon, grand oral. Quand l'écriture devient mère consolatrice et idéale puisqu'elle dit ce que les auteurs auraient voulu entendre. On continue à explorer ce lien enfant-mère par le prisme de la littérature avec Robert Neuburger qui publie écrit « Sa mère, c'est aux éditions Payot ». Renonce-t-on jamais à l'amour de sa mère? Le premier geste des auteurs, quand ils commencent à écrire, du moins de ceux que vous citez, c'est de chercher l'approbation de leur mère, même quand elle les déteste. C'est-à-dire, soit ma mère m'adore et je dis « Regarde maman, comme je suis ton fils idéal, j'ai écrit ce formidable bouquin, mais maman, j'ai cru comprendre que tu me détestais, mais là, peut-être tu vas m'aimer. » Oui, enfin, les écrits ne sont pas toujours tendres à l'égard de leur mère. Hein, non, même. Mais cette approbation, c'est vous qui en parlez, de cette quête d'approbation malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a... C'est complètement ambivalent. À la fois, elles sont lucides, elles se rendent bien compte que probablement leur mère ne les aimera jamais. Et en même temps, c'est vrai, on voit Gisèle Halimi qui continue des années et des années après à rechercher une approbation de sa maman, un signe d'amour de sa part. Hein.
Bon, mais c'est vrai que l'écriture était, je dirais, elles se faisaient bercer par l'écriture. C'est très étonnant. C'est-à-dire, l'écriture, c'était vraiment comme une mère qu'elle s'inventait. La mère consolatrice, l'écriture mère consolatrice, oui, dans laquelle on peut, quand on est du côté du roman, là je ne parle pas du journal intime, mais du roman, on peut réparer, puisqu'à défaut d'avoir eu une mère aimante, dites-vous, on peut inventer une mère aimable. Oui. Vous aimez bien ma formule, ça tombe bien, elle est de vous. Je voulais emprunter. C'est déjà. Mais alors, non, c'est assez curieux parce que, en fait, bon, elles sont. Puis à un moment, leur mère meurt. Ouais. Donc, disons qu'on ne peut plus rien attendre. Et à ce moment-là, il y a des écrits tout à fait étonnants, des autobiographies qui surgissent chez des différents auteurs, et où il y a une tentative de réparation de la mère. Mais c'est étonnant, même des gens comme Del Castillo, par exemple, dans la... Terrible son histoire, hein. Il est, elle est abominable. Une mère artiste, pianiste. Alors moi, il se trouve que je l'avais interviewé une fois, il racontait même que quand il était enfant, il se levait sous le piano de sa mère, qui jouait merveilleusement, elle jouait l'Alborata del Grazioso, des œuvres comme ça, et c'était vraiment le cocon. Et donc quand elle l'envoie balader, elle l'abandonne littéralement, c'est terrifiant, quoi. C'est une expulsion. Elle l'abandonne tout court, ouais. à l'âge de 9 ans. Donc en pleine occupation allemande. Et elle l'abandonne, et c'est pire que ça parce qu'il semble qu'elle l'ait donnée en otage pour pouvoir elle partir. Il y a eu, parce que donc ils l'ont laissé partir, parce qu'ils étaient persuadés qu'elle allait revenir puisqu'il y avait son fils. En fait, pendant 20 ans, elle n'a pas cherché à avoir des nouvelles de son fils. Pendant 20 ans. Et quand elle l'a vu, elle était furieuse parce qu'elle jouait aux mères désespérées d'avoir perdu un enfant, et elle avait une médaille avec la photo de son fils, elle l'exhibait, et il a changé. Et ben même lui, à la fin de sa vie, lui donnait des excuses. Il disait bah oui, c'était une femme qui était faite pour la politique et pas pour la maternité. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'elle a abandonné 3 enfants. Ouais. Elle n'avait pas abandonné que Michel. Lui en a fait une œuvre. Il y a beaucoup d'auteurs prolixes dans vos enfants, pas aimés par leur mère. Simon, 500 romans. Amélie Nothomb, qui en publie quand même un par an. Quignard, il y a un côté, vous disiez mère consolatrice dans l'écriture, mais il y a un petit côté pathologique aussi, presque comme une addiction. Oui, c'est très frappant parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, ils ont écrit une fois un bouquin, Joao del Castillo, il a fait Tanguy, il s'est dit, bon ben voilà, il a posé ses souffrances. Pas du tout, il reprend le même thème dans ses différents ouvrages. Quignard, il n'y a pas un bouquin où il ne parle pas du bonheur qu'il avait à l'intérieur de sa mère voilà. Dehors. Mais ce qui se passe pour eux, c'est comment je pourrais dire, vraiment, ils ont votre question, c'est une nécessité d'écrire. Moi, je disais ça confinait à l'addiction, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est jamais acquis. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, parce que à partir de quelque chose qui est extrêmement important, qui est l'idée qu'on peut pas se faire exister. Alors, ils se sont fait exister par l'écriture, mais on peut pas. Il faut un tiers. Et donc il faut en rajouter en permanence, et il faut l'œil du lecteur aussi. D'écrire et d'écrire et d'écrire. S'il n'y a plus de mère, il n'y a plus d'enfance. Quand la mère meurt, c'est un deuil très complexe, c'est le renoncement à sa propre enfance. Vous l'avez un tout petit peu dit au début de l'émission, mais je veux bien qu'on y revienne puisqu'elle touche à sa fin. C'est terrible en fait, c'est le deuil impossible. Alors, oui, alors c'est très curieux parce que la plupart, mais qu'ils soient trop aimés ou mal aimés, utilisent l'écriture. Le tombeau, c'est l'écriture. C'est ça. Souvent, ils ont très très peu d'intérêt pour les cérémonies mortuaires ou pour aller voir les tombes, visiter. Très peu. Ils font une œuvre. Ils ont ce qu'ils aiment, c'est écrire leur mère. Une toute dernière question, en un mot, si vous le voulez bien. Hemingway, vous le citez, disait pour faire un bon écrivain, il faut avoir eu une enfance malheureuse. Avec l'expérience, vous le croyez ? Bon, c'est un... C'est un peu une boutade, mais il y a un petit fond de quelque chose. Non, je ne pense pas que ce soit une boutade. Je ne pense pas que c'est une boutade. Alors moi, j'ai découvert, donc, au travers de cette écriture, que j'avais été d'un trop aimé.
Ce que je n'avais pas pensé. Ah ben, il faut l'écrire alors. Non, ma femme m'a interdit de mettre. Alors ça c'est un autre sujet. Robert de Burger, écrire sa mère. Le prochain, ce sera écrire sa femme. Vous allez voir, il va nous le faire à la recherche. Vous restez avec nous, on fait un petit tour à la cantoche sur le plateau repas de Sandra. Merci beaucoup, Brandon. Sandra Ferreira, plateau repas. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Sur votre plateau repas aujourd'hui, on parle de diversification alimentaire. C'est back to basics. On recommence vraiment au tout premier geste et on parle de la diversification alimentaire. On rappelle ce que c'est ? Alors la diversification alimentaire, c'est une étape importante du développement de l'enfant parce qu'en plus du lait, qu'il a toujours bu depuis le départ, eh bien progressivement, d'autres aliments vont arriver, des légumes, des fruits, de la viande, des féculents. À quel âge on est censé diversifier ? Parce que j'ai l'impression qu'entre le moment où j'ai commencé à entendre parler de ça et aujourd'hui, ça a complètement changé. Ah, ça a complètement changé, effectivement. C'est comme le bébé sur le ventre ou sur le dos. Oui, et c'est la même histoire. Ça a changé au fil du temps. Avant, c'était à partir de 6 mois. Ouais. Maintenant, pour un nourrisson en bonne santé, au plus tôt, c'est après l'âge de 4 mois révolu et au plus tard 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre entre 4 et 6 mois. On s'est aperçu que c'était ce qu'il y avait de mieux et que ça soit pour les enfants allergiques ou non allergiques, c'est la même chose. Ok, diversification, ça veut dire qu'on n'enlève pas le lait tout de suite. Surtout pas. Surtout pas. Ouais, ça c'est important à retenir. On diversifie, on est content, on est des parents, on se dit c'est chouette, on va mettre plein de légumes. Ouais. Bah, c'est la seule fois où je vais vous dire, gardez le lait en aliment de base. Il faut au moins 500 ml de lait par jour, alors maternel ou un lait infantile premier âge, bien évidemment. Et progressivement, on va supprimer un biberon ou une tétée, puisqu'on peut continuer le lait maternel. Et lorsque l'enfant va faire un repas complet, un repas par jour, là vous allez passer en général un lait deuxième âge ou vous continuez bien sûr le lait maternel. Là, c'est en général entre 6 mois et 1 an. Et dans l'évolution de cette diversification, lorsque le bébé a 8 mois, il a 4 repas par jour, mais que 2 repas diversifiés et pas plus. Le reste, c'est du lait, encore du lait. Là où vous retombez sur vos pieds, c'est que la diversification, elle commence par les légumes. Bah oui. Bah oui. Enfin, en tout cas, c'est le conseil qu'on donne, nous, les professionnels de l'alimentation, c'est de commencer par les légumes. Comme ça, le bébé, qu'est-ce qu'il apprend premier ? Le goût du légume. Si on commence par les fruits, il va commencer à avoir cette appétence pour le sucre, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des légumes qui sont mieux tolérés que d'autres ? Alors, il y en a qui sont mieux tolérés. Il y a une règle aussi de base, c'est de ne pas mélanger dès le début. Faites pas carottes, haricots verts, sinon il ne va pas trop savoir ce que c'est ce légume bizarre. On fait carottes puis haricots verts. Les légumes les mieux tolérés, haricots verts, épinards, courgettes sans pépins et sans peau, les blancs de poireaux, les carottes, tout simplement. La préparation, c'est bien mixé quand même, parce qu'il n'a pas de dents, votre bébé, même s'il en a, il n'en a pas suffisamment. Cuit à l'eau, à la vapeur. Et sans ajout de sel, s'il vous plaît, même si vous pensez que c'est pas bon, sans ajout de sel pour l'enfant, et plutôt le midi en complément du lait. Puis après, on passe aux fruits, en compote, bien mixés, etc. Les féculents ? Les féculents, on peut tout simplement rajouter des pommes de terre à une soupe de légumes. Ça, il n'y a aucun souci. Les légumes secs sont assez bien tolérés, mais pas chez tout le monde, pas chez tous les enfants. Donc attention aux lentilles, par exemple, qui peuvent créer des inconforts digestifs. Mais c'est pareil chez l'adulte. D'accord. Pommes de terre moulinées. Pommes de terre moulinées dans la soupe. De légumes, ça exactement, ça marche très très bien. Et les viandes alors ? Alors les viandes, surtout. Pas plus d'une fois par jour. Saucisse de morteau pour les lentilles, c'est beaucoup plus digeste la lentille comme ça. La lentille est plus digeste, mais alors pas chez le bébé, et surtout pas la saucisse, au secours. Pas plus d'une fois par jour, et c'est assez simple. Déjà, il y a une règle très simple. À 1 an, c'est 10 grammes par jour. À 2 ans, c'est 20 grammes par jour. À 3 ans, c'est 30 grammes. Vous avez compris, vous rajoutez juste un 0. Mais 10 grammes, c'est rien du tout. C'est 2 cuillères à café, c'est 1/4 d'un œuf dur, une seule fois par jour. On écrase, et petit à petit, on va augmenter avec l'âge les quantités, mais ça reste tout petit. À 10 ans, c'est un steak haché, donc pas obligé d'aller dans très loin. Il y a des trucs à vraiment ne jamais faire ? Ne donnez jamais de miel à votre enfant avant 1 an parce qu'il y a des risques de botulisme. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais des fois, il y a des contaminations quand même, il faut faire attention. On ne donne pas de bonbons et de sucre à un enfant de moins de 3 ans, c'est inutile, vraiment. En plus, on et ça crée des mauvaises choses. Le sel, on a dit, c'est interdit. Le sel, on n'en met pas. On mange dans une ambiance détendue, on ne force pas bébé. Et on pense à rajouter systématiquement des graisses végétales dans l'alimentation. Ce n'est pas interdit, l'huile d'olive, du colza, par exemple, et pas les fritures. Et bien sûr, la seule boisson indispensable, c'est l'eau, pas de jus comme ça. Dans le comme ça. Bah non, bah non. Mais si tout le monde se nourrit trop bien comme vous faites, vous n'aurez plus de clients après dans votre pratique de diététicienne et nutritionniste. Je ne serai que chroniqueuse santé. Allez, c'est à vos métiers, vous l'exercez merveilleusement en tout cas. Sandra, merci beaucoup. Robert de Burger, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Écrire sa mère, il faut vraiment écrire. En fait, c'est un bien meilleur médicament que de manger des pilules, non ? Qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, comme psychiatre et psychanalyste ? Actuellement, je veux dire que c'est assez compliqué parce qu'il y a une certaine psychiatrie
psychiatrie qui considère l'être humain comme une espèce de une voiture à réparer, quoi. On met des petites pilules dedans et puis tout ira bien. Faites des romans. Là, il y a une leçon extraordinaire, c'est que l'être humain est capable de créativité, est capable de trouver ses propres solutions. Simplement, quelquefois, sur un problème, il ne les trouve pas. Et à ce moment-là, notre boulot, c'est pas de les réparer au sens comme une mécanique, mais de les aider à retrouver cette créativité spontanée qui existe chez tout humain. Et voilà, et ils écrivent, et ça peut faire aussi des chefs-d'œuvre, faire plaisir à plein de monde autour et leur rapporter des gros droits d'auteur. Donc ça, tout ça ne gâche rien. Allez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi à toute l'équipe, Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope Day pour la préparation de l'émission qui en régie sont avec au son Héloïse Merlin, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.